Yo, avant que la vidéo commence, je tiens juste à vous préciser un truc. J'ai réalisé cette vidéo en étant malade comme un chien, j'avais pas l'opportunité de la faire plus tard. Là j'ai eu quelques jours de libre, les cours reprennent juste après. Une fois la semaine terminée, il y a Yakuza 8 qui sort, donc bon, j'étais pas bien mais je l'ai quand même faite à ce moment-là, sinon en fait elle serait jamais sortie. Vous inquiétez pas, je me suis ménagé, j'ai pris plus de temps que d'habitude. Simplement, en dehors de la phrase d'intro où j'étais obligé de tout donner, je serai très calme et très posé dans cette vidéo, l'intonation sera moins présente et tout. Je suis désolé, j'espère que vous comprenez et je vous souhaite quand même une super review. Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus Butobeku Soratsui, Ikinamatsui, Itadake Ichiban, Yakuza 8 sort dans quelques jours, j'en peux plus, Hawaï, putain, Hawaï, on est à Hawaï, putain. De tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Désolé, la hype est difficile à contenir. Avant que la vidéo commence, je tiens à faire un petit mea culpa. Pour ceux n'étant pas au courant, qui me suivent pas sur Twitter donc, qui checkent pas la zone communauté, pas bien joué les gars, je suis actuellement en train de taffer sur une grosse vidéo sur Persona 1. J'ai annoncé sa sortie pour courant février, mais en annonçant ça, j'avais pas pris en compte de nombreux facteurs du genre Like a Dragon, Persona, les reviews, et accessoirement le début de mon stage. Et j'en suis sincèrement désolé. Elle arrivera quand elle arrivera, mais sachez que je suis en train de cook un truc bien cool, et ce retard n'annoncera qu'une qualité à la hauteur de vos attentes, je vous le garantis. Bref, ne perdons pas plus de temps. Pas grand chose à dire cette fois-ci en vrai, rien sur la cover de l'Ultra Jump très logiquement, le chapitre s'appelle The Hustle partie 2 tout aussi logiquement, quand bien même The Hustle n'apparaît même pas une fois dans ce dernier, donc je m'attends à un rename lors de la sortie en tome, et la cover du chapitre est terriblement basique. Jojo, les gouttes de November Rain, la phrase d'accroche bien japonaise bien exagérée qui annonce des trucs incroyables, on est en terrain connu. Orvan, je trouve cette cover plutôt convenue, je suis pas non plus fan du visage de Jojo, mais bon, après les merveilles qu'a pondu Araki les dernières fois, je peux pas vraiment lui en vouloir. Bon alors, Dragona, comment elle va se passer ton opération? On a affaire cette fois-ci à un chapitre bien focus sur le combat, les actions pures, et pas spécialement cryptique dans ce qu'il raconte, en dehors de quelques petites interrogations mineures. Au-delà du fait que ça facilite un peu mon travail, ça veut dire qu'on va pouvoir y aller chronologiquement. Un chapitre pas cryptique, oui, mais terriblement bon, et avec des trucs très intéressants à relever, on va voir ça. On commence donc avec la guérison de Dragona, que j'ai eu du mal à capter à ma première lecture. En fait, je pensais que les Smooth Operators avaient juste refermé la plaie, en faisant glisser les deux bords, puis qu'ils s'étaient dirigés vers une bouteille d'alcool pour l'ouvrir, et ainsi que le jet se projette sur la plaie de Dragona pour la cautériser. Ouais, j'étais allé un peu loin. Et puis depuis quand les Smooth Operators peuvent juste ouvrir des trucs? Non, ils les font glisser, c'est tout. Et là, ils ont juste fait glisser la plaie de Dragona pour la déplacer jusqu'à la bouteille et l'affubler de cette dernière, d'une entaille donc, à la place de Dragona. Putain, c'est brillant! J'aurais jamais imaginé ça alors que ça coule de source. Et prononcer cette phrase est juste un indicateur de réussite incroyable pour un pouvoir de stand. J'adore Smooth Operators. On est vraiment dans quelque chose qui a un impact sur la réalité d'une certaine manière, genre qui modifie l'apparence et les caractéristiques même de quelque chose, et j'adore ça. Je trouve ça juste un peu dommage qu'ils ne parlent pas entre eux. Ça les rend inévitablement moins attachants que les Pistols, même si j'imagine que c'est une volonté de ne pas faire de redites. Bon, y a Rohan dans la partie, mais au calme. Après cette première utilisation de stand incroyable du mois, va falloir incorporer un compteur à force, on a le droit à une petite session vanne, avec Usagi qui pleure en voyant Dragona toujours être en vie, tout en lui avouant ses sentiments de manière théâtrale. C'est fort parce qu'on y croit autant que Dragona à son truc. Et voir Usagi se faire recaler, c'est toujours un petit plaisir, la dynamique est vraiment trop drôle. Petite planche bien stylée avec tout le monde qui prend la pause, et Dragona qui prend le lead. Le manieur ne doit pas s'échapper. Pour ce faire, Usagi propose l'idée de créer un détecteur de métal avec Zomate Kudasai, soit une idée plutôt intelligente, mais le sang n'aura pas besoin d'être détecté, puisque le bougre a laissé des énormes traînées de sang qui s'arrêteront dans une voiture. Sur le chemin, Paco étranglera un mec random pour vérifier la texture de sa peau, car pour rappel, celle de l'ennemi est rugueuse, comme composée de sable ou de petits morceaux de roche. Bien une manière de faire digne de mon goat, ça régale. La voiture était en fait celle du couple Fujishu x Mishito, se référer à la précédente vidéo pour la voir, celle-là. Fujishu qui dira à sa meuf de pas mettre son doigt dans son cul quand elle lui met de la crème. J'avoue avoir pouffé, on retrouve un peu le ton gras et crade qu'on avait dans le premier chapitre, avant que ça devienne un peu plus conventionnel, et c'est pour mon plus grand plaisir. Alors que Paco fait son interrogatoire et s'apprête à vérifier les chevilles des deux zigotos, soit l'endroit de la blessure, l'ennemi, que je vais appeler Bloodborne pour son côté gothique, on a atteint un niveau là, apparaît de l'intérieur de la portière pour attaquer Jojo, avec une superbe planche au passage, comme toutes les planches d'apparition de ce gars d'ailleurs. L'occasion de faire un nouveau petit point sur ce fameux pouvoir qui fait tant jaser.
On sait toujours pas vraiment comment ça marche. On sait que ça joue sur la perception de la profondeur et la perspective, mais alors comment? Grande question. J'ai vu une théorie passer sous ma dernière vidéo qui disait que c'était dû aux propriétés de ces morceaux de roche. Comme précisé par Paco, ces derniers sont colorés. Et l'idée, c'est qu'ils pourraient utiliser ces coloris, cette palette de couleurs, pour se fondre dans le décor, en modifiant leur teinte en fonction des objets qui se trouvent devant eux. L'homme pourrait aussi les utiliser pour construire des formes qui, grâce à une association de couleurs, imitent un objet. Comme il l'a fait pour la montre le mois dernier, et pour les chats donc, comme nous l'a appris ce chapitre. Ce qu'on apprend ici, au-delà du fait qu'il ne peut pas se fondre que dans les nuages, même si c'était plutôt évident, c'est que les humains non manieurs n'ont pas l'air de le voir. Et ce, même quand il n'est pas dissimulé. En effet, c'est bien Jodio qu'engueulera Fujishu, alors que Bloodborne est sous son nez. Étant donné la texture de peau que remarquait Paco, ça fait sens. Il a l'air d'être constamment entouré par son stand. Est-ce que ça veut dire qu'il masque encore sa véritable apparence? Ou juste les rochers prennent constamment les bonnes couleurs et formes pour coller à son image par défaut? Y a un truc que je comprends pas par contre, c'est pourquoi il est parfois représenté avec deux visages. J'imagine que c'est juste une idée de représentation du stand, mais je vois pas en quoi ça fit avec le pouvoir, ou en quoi c'est utile pour lui. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on manque toujours d'infos pour bien comprendre. Je ne pense toujours pas que c'est un homme rocher, ni que c'est Tsurugi juste car il a un stand qui agit aussi sur la perception, et parce que bah merde, vous l'avez vu. Je sais qu'Araki et le design évolutif de ses personnages c'est un délire, mais quand même. Toujours est-il que l'homme va disparaître à nouveau, que Paco va gueuler sur le couple de cons, et que la montre va pointer à nouveau le bout de son nez. Elle continue toujours son enchaînement d'événements pour revenir à son propriétaire, avec cette fois-ci Fujishu qui shoot dedans sans le vouloir. J'aime bien, mais le petit twist, c'est que le propriétaire du rocher a changé. L'ennemi s'en est emparé, et donc la montre, le suivant, va donner des indices sur sa position à nos héros. Pause. Si le propriétaire du rocher a changé et qu'il s'éloigne, les possessions de nos personnages frottés et entre guillemets reconnus par le rocher devraient être aussi attirées. C'est bien le cas du diamant, mais d'une part, pourquoi l'alcool et les planches de Rohan restent gentiment dans le sac de nos héros? Rohan, si consciencieux de ses planches, les aurait pas frottées? Ça me paraît un peu hors du personnage. Enfin, soit. Imaginons que si pour le moment, ou qu'elles sont pas éligibles au rocher pour une raison X ou Y. Ensuite, et surtout, le diamant il est quand même bien timide, non? Le truc fait que de gigoter tout doucement et d'indiquer une direction. On est loin des littérales téléportations et fuites de sacs fermés. La seule explication que je vois, en dehors d'un Araki qui fait ce qu'il veut, ce qui n'est pas à exclure malheureusement, c'est que le diamant n'est pas en capacité de revenir à Bloodborne maintenant, pour une raison ou une autre. Dans ce cas, il montre juste qu'il cherche à le rejoindre en vibrant un peu, mais c'est tout. La montre, quant à elle, a trouvé une opportunité de continuer son enchaînement, car elle sera pêchée à la fin du chapitre. Ah là là, tout est encore si flou, bourré de trous. On peut essayer de les combler comme on veut, et c'est ce que j'essaie de faire depuis, waouh, presque un an, et dans les faits oui, ça tient à peu près, mais il me tarde d'avoir des vraies explications claires et cohérentes. Toujours est-il que cette narration autour des objets attirés, et plus particulièrement de la montre, se déroulant en parallèle de tous les événements principaux, est juste trop cool. Elle fait son petit bonhomme de chemin, enchaîne ses événements tranquillement, pendant que nos héros se battent, et j'aime trop ça. C'est tellement Arakiesque. Le bougre a atteint un niveau de maîtrise de la narration sur deux plans absolument merveilleux grâce à l'arc Wonder of You, qui était véritablement sa principale qualité. On entre dans le dernier acte du chapitre, marquant l'affrontement direct entre Jodio et Bloodborne, dans ce sublime cadre de la mer d'Oahu. Je trouve que la planche manque un peu de détails comparé à d'habitude, mais elle reste très belle, et l'eau est étonnamment éclatante pour du noir et blanc, on ressent vraiment le côté paradisiaque. J'ai envie de plonger, purée. Jodio se prend pour Josuke en disant « On va faire en sorte qu'il nous attaque », avec pour idée de se diriger vers la seule échappatoire possible pour l'ennemi, les canaux. Bon, il aurait aussi pu faire demi-tour et s'enfuir sur l'île en courant, mais soit, j'imagine qu'il veut en finir avec nos héros. Ou qu'il en a reçu l'ordre, ou qu'il est un peu con, bref. Usagi flippera, disant que Bloodborne est dangereux malgré qu'il ne soit pas de la mafia selon Paco, et Dragonor remotivera ses troupes une fois de plus. Ce sont peut-être des losers pour la société, mais c'est pas l'important. C'est ce moment qu'il l'est, car l'ennemi est affaibli, et il faut vivre sans regret. Une sacrée détermination qui fait plaisir à voir, et qui souligne un trait plutôt commun à tous les personnages de notre groupe, ils savent comment ils sont perçus. Ils savent que ce qu'ils font c'est pas nécessairement génial, mais ils vont au bout, et ont leur valeur. La confrontation commence. L'ennemi apparaît des vagues qui virevoltent sur la terre ferme, tel un dauphin. Je pense que les cases où le diamant vibre et où il apparaît auraient gagné à remplir une page complète, mais en dehors de ça, c'est juste trop stylé. Les effets d'eau, la manière fluide et raffinée dont sont dessinées les vagues, l'indicateur de danger terrible que ça induit, incroyable sérieux. C'est vrai que sur une petite zone entourée d'eau, nos héros ne sont pas du tout à l'abri d'un stand pareil, qui peut s'en donner à cœur joie en sautant et en se lâchant avec son épée comme il l'entend. Petite vibe Dents de la Mer, ou Piranha 3D, c'est rigolo. Il n'est cependant pas bien futé, car alors qu'il se focus sur l'assassinat de Paco, Jodio le chope par derrière et l'entraîne sous l'eau. Nouvelle info importante sur November Rain. Ces gouttes ne vont pas sous l'eau, c'est intéressant et ils comptent bien en tirer parti.
Alors qu'il l'entraîne, Jojo utilise November Rain sur l'ennemi, lui envoyant des lourdes gouttes bien violentes pour le faire tomber avec lui. Car oui, pour rappel, les gouttes de November Rain ne trouent pas véritablement les corps humains. Elles font simplement des impacts qui alourdissent et font se cracher. Ou en tout cas, Jojo peut contrôler leur intensité, et s'il voulait, il pourrait trouer ses corps peut-être, mais en tout cas, il n'en a toujours pas fait démonstration depuis le début du manga. Dans tous les cas, il serait mort s'il l'avait fait ici, il était juste en dessous. S'ensuivra donc un affrontement plein de tensions géniales. Bloodborne réapparaît de nulle part dans l'eau, puis Jojo résiste tant bien que mal à son couteau. C'est un combat d'endurance. Si Jojo parvient à repousser l'ennemi suffisamment longtemps, ce dernier se noiera avant lui. Car Jojo, et Usagi va direct capter, il est trop fort et plus que moi, va utiliser November Rain pour alourdir et faire couler un canot à la surface, pour ainsi pouvoir respirer son air contenu dans les bouées. Misère de misère. November Rain, Araki, t'es trop fort, hein. Et là va arriver le gros retournement du chapitre, car oui, sinon on serait pas dans The Jojo Lands. Alors que le combat aquatique continue, et que le reste du groupe se contente d'observer en se disant que Jojo va bien parce qu'au calme, il y a toujours November Rain, preuve de la confiance qu'ils ont chacun entre eux je pense, Pako va remettre en question l'ennemi. Et si Jojo arrêtait de l'attaquer, pour qu'ils en fassent l'un des leurs. Il a l'air d'être un chic type. Et ça on pouvait en effet le voir depuis le début. Le gars manie mal le couteau, prend des décisions débiles, comme dit à 2 secondes lorsque Jojo le chope il se bat pas super bien, il a mis énormément de temps avant de se révéler à Jojo, il arbore pas véritablement une expression méchante, en tout cas depuis le redesign le plus doux du chapitre. On a l'impression qu'il est pas à fond dans son truc, qu'il aime pas trop faire ce qu'il fait, et qu'il éprouve des réticences à tuer. Qui plus est, et ça on vient de l'apprendre et c'est super drôle, Pako révèle qu'il a vu, une fois qu'il a jeté un œil au sac alors qu'il était tombé, que c'était des patates, et pas des chats. Putain, Riki, espèce d'enfoiré, t'es trop fort. Décidément, relire les chapitres 7 et 8 avec tout ça en tête, ça doit être une expérience incroyablement drôle. Encore une fois, tout fait sens, il y avait plein d'indices. Et c'est incroyable comment l'auteur se joue de nous comme ça. Maintenant, c'est quoi cette histoire de rejoindre le groupe? Pako dit qu'il en sait plus que Rohan sur la lave sans aucun doute. Donc ce qui est sûr, c'est que mon interrogatoire qui va mener aux réponses, enfin, si tant est que le gars les a, ça y est, définitivement, on y arrive. Est-ce que pour autant il rejoindrait vraiment le groupe en tant qu'allié, que personnage récurrent? En vrai, il y a moyen, comme dit précédemment, il a subi un redesign, et passé de gothique au regard froid à ce mec un peu goofy et nul. Et c'est un truc plutôt commun aux ennemis qui deviennent des alliés. Je trouve qu'il manque un peu de personnalité visuellement, j'ai un peu du mal à le voir aux côtés des héros pour le moment, mais reste à voir ses vêtements. Ça pourrait être une idée plutôt géniale en tout cas. Notre groupe s'allierait avec un traître de l'ennemi, qui pourrait ainsi les y mener, ou créer moult situations où il doit échapper à ses poursuivants au courant de sa traîtrise. Un aller direct de Shinkansen vers l'identité des méchants, ou en tout cas de gros indices, fait de cette manière, ça régalerait. Une bonne gimmick bien film de casse, bien film de mafia, qui colle parfaitement à Jojo et à cette partie. Alors à voir Bloodborne, je place en tout cas de gros espoirs en toi. Le chapitre va se terminer en humour, avec le ton de la pêche qui va ramener la montre, alors qu'un poisson l'a avalé, et la michto qui quitte Fujishu, car il a paumé sa montre. Aucun regret de l'avoir appelé comme ça. Bon, bah ça y est, le chapitre était vraiment génial, j'ai absolument adoré sa narration et ses idées. Le jeu du cache-cache terriblement angoissant, mêlé d'une course-poursuite guidée par le diamant, qui indique l'emplacement du rocher et donc de l'ennemi, le côté très léger avec les nombreuses vannes qui font terriblement mouche, sérieux c'est de loin l'un des chapitres qui m'a fait le plus rire et y a de la concu, la montre qui fait tranquillement son chemin en parallèle, les utilisations de stands toujours plus originales, l'intensité du combat sous l'eau, et surtout, l'excellente piste de développement amenée à la fin, et l'énième retournement de cerveau parfaitement mis en place qui va avec. Non, c'était fou. Quant au dessin, malgré un ou deux choix de découpage qui mettent pas bien en valeur ce qui se passe, ça reste globalement excellent. Les effets de l'eau, le Jojo dessiné sommairement que j'aime toujours autant, les expressions faciales de l'ennemi que je trouvais un peu étranges et impersonnelles, qui ont en fait l'air d'être terriblement à propos avec le personnage, toujours un bonheur fou. Le prochain chapitre marquera sûrement la fin du combat, et des grosses avancées scénaristiques. Parfaitement en raccord avec le premier anniversaire du manga, qui arrive déjà, bordel. C'est une dinguerie comme c'est passé vite, mais c'était une première année en tout cas incroyablement riche et exaltante. J'ai très hâte de découvrir la suite avec vous. Ça s'annonce exceptionnel, vive The Jojo Lands et merci Araki, t'es toujours à ton prime après 38 ans. Et bien voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'enregistre cette outro 2 jours après avoir enregistré le reste de la review. Je voulais la sortir plus vite que ça, mais j'ai été cloué au lit pendant 2 jours, vraiment c'était très difficile, mais là à l'heure actuelle, ça va un peu mieux. Je suis désolé, je pense qu'il y a des vannes qui marchent moins, il y a des tournures de phrases qui marchent moins. Peut-être que le montage est de moins bonne qualité par rapport à d'habitude et tout, mais vraiment, les conditions pour cette review ont été très compliquées. Et je suis quand même content d'avoir réussi à la sortir, et puis bon, globalement, le fond de mon propos change pas particulièrement et aurait pas spécialement changé si j'étais en meilleur état, donc
C'est le principal. Je sais pertinemment que vous serez très compréhensif, et je vous en remercie d'avance, mais j'espère tout de même que vous auriez pu passer un bon moment, voilà. Quant à moi, je continue un peu à me reposer, en attendant évidemment très impatiemment à Yakuza 8. Je vais me régaler, j'espère que vous aussi vous allez vous régaler si vous comptez y jouer. Je vous souhaite une superbe année 2024. Prenez bien soin de vous, profitez bien de tout le pic fiction qui arrive. Et n'oubliez pas que The Jojo Lands, c'est quand même vachement bien.